gentiment l'enfant de cœur. Allez, va. Le garçon descend de l'autel. Parada attend. Il attendra jusqu'à ce que la foule de l'église soit sortie, jusqu'au dernier fidèle. Sois calme, se dit-il. Si tu es calme, ils seront calmes. S'il y a une panique, les gens pourraient s'écraser et se piétiner en voulant fuir. Il reste et regarde alentour. Les animaux sculptés reprennent vie. Ils tressautent et frémissent. Les visages sculptés hochent la tête. En accord frénétique, se dit Parada. Un accord sur quoi, je me le demande. Au dehors, les deux tours tremblent. Elles sont en pierre, superbement taillées à la main par des artisans locaux. Tant d'amour leur a été donné, tant de soins. Mais elles se dressent dans la ville de Ciudad Guzmán, province de Jalisco. Un nom qui vient des habitants tarascans, des origines et qui signifie endroit sableux. Les Tarascans, c'est une population indienne d'Amérique de l'État de Michoacán, au sud-ouest du Mexique. Le grain des pierres est fin, elles sont résistantes et bien équarries, mais le mortier a été préparé à ce sol sableux. Il a résisté à bien des choses, au vent, à la pluie et au temps, mais il n'a jamais été prévu pour soutenir un tremblement de terre force 7,8, profond de 30 km, à 15 km de là. À mesure que les fidèles sortent patiemment l'un derrière l'autre, les tours frémissent, le mortier qui les lie se délite à force de secousses, et elles s'effondrent sur les arrière petits-enfants des hommes qui les ont sculptés et mis en place. Elles s'écrasent sur le tonneau d'huile et tombent sur 25 fidèles, parce que l'église est bondée ce matin, par amour pour l'évêque Warren, qui est debout sur l'autel, indemne, choqué et horrifié en voyant les gens devant lui disparaître dans un nuage de poussière jaune. L'hostie toujours à la main, le corps du Christ. Nora est arrachée au monde des morts. Une poutrelle en acier lui a sauvé la vie. Tombée en diagonale sur un fragment de mur effondré, elle a ainsi empêché une autre colonne d'écraser la jeune femme. En lui laissant un recoin d'espace, un peu d'air, enterré sous les décombres de l'hôtel Régis, pour qu'elle puisse au moins respirer. Même s'il n'y a pas grand-chose à respirer tant l'air est chargé de poussière. Elle s'étouffe, elle tousse, elle ne voit rien, mais elle entend. Combien de temps s'est-il écoulé? Des minutes, des heures, elle ne sait pas, mais se demande si elle est morte. C'est cela l'enfer, prise au piège d'un petit espace surchauffé, incapable de voir, étouffant sous la poussière. Je suis morte, pense-t-elle, morte et enterrée. Elle entend les gémissements, les cris de souffrance et s'interroge. Cela va-t-il durer pour l'éternité? Si c'est ça l'éternité qui lui est réservée, là où va une pute quand elle meurt. Elle a juste assez de place pour poser sa tête sur son bras. Peut-être que je peux dormir en enfer, songe-t-elle, dormir pour l'éternité. Elle a mal. Elle sent que son bras est couvert de sang humide. Puis elle se souvient du miroir volant en éclats et du verre qui l'a blessée. Je ne suis pas morte, dit-elle en sentant le sang. Les morts ne saignent pas. Je ne suis pas morte, se répète-t-elle. Je suis enterrée vivante. Et elle commence à paniquer, à se mettre en hyperventilation, sachant qu'elle ne devrait pas, qu'elle brûle ainsi encore plus vite le peu d'oxygène dont elle dispose, mais elle ne peut s'en empêcher. La pensée est enterrée vivante dans ce cercueil sous la terre. Elle se rappelle une histoire stupide de peau qu'on l'a obligée à lire au lycée. Les griffures sur le couvercle du cercueil. Elle a envie de hurler. Inutile d'user pour rien ce putain d'air qui me reste. Il peut servir à mieux que ça. Elle hurle simplement. Au secours. Encore, encore et encore. De toutes ses forces. Puis elle entend des sirènes, des piétinements, des bruits de pas juste au-dessus d'elle. Au secours. Un battement de cœur, puis Donde estas? Ici, hurle-t-elle. Elle réfléchit, hurle de nouveau. À qui? Elle entend, elle sent qu'on dégage des choses au-dessus de sa tête. Elle entend des ordres qu'on donne, des précautions à respecter. Et elle tend la main aussi haut qu'elle le peut. Une seconde plus tard, l'incroyable chaleur d'une autre main s'empare de la sienne, puis on la tracte, on la dégage, on la tire vers le haut et, comme par miracle, elle peut se lever dans un espace dégagé. Dégagé, c'est vite dit. Une sorte de plafond au-dessus, des murs et des colonnes enchevêtrées à l'oblique, comme si elle se tenait
tout ce putain d'air n'était plus qu'un brasier. Qui s'avance sur elle. Vamonos, ahorita, hurlent les hommes. Allons-y, tout de suite. L'un d'eux lui agrippe de nouveau le bras et la pousse et il court. Il y a des femmes